Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e numéro de Tales of Lego. Vous dites, mais comment ça se fait qu'ils se souviennent du numéro? Eh bien, mon acolyte d'habitude, Yarlen, vient tout juste de me rappeler que c'était le 12e. Salut à toi, Yarlen, et merci. Salut à toi Pépito, salut YouTube. La forme? Impeccable, impeccable. En plus, il y a plein de news, alors... Et en plus, il y a du matos, on est en stream comme d'habitude, c'est jeudi, et on vient d'aller se faire un petit trailer aux petits oignons. Je pense que j'aurais déjà posté la vidéo. C'est pas impossible que je le poste vite fait en furet tout à l'heure, là, avant d'aller me coucher. Mais voilà, il y a le monde de Star Wars remue. En même temps, on est à un mois tout pile du May the Force, donc en général, on a des annonces, des débuts de série, des Lego, des news, même nous dans le jeu Star Wars le héros de la galaxie aussi. En général, ça apporte pas mal de choses, et ce mois de mai est souvent bien actif. Déjà, les derniers jours d'avril sont un peu énervés, et en mai on a des choses. Il y a des conventions aussi souvent, je crois, fin avril, c'est ça? Star Wars. Il y a les conventions, sauf qu'ils ont annoncé, il y a quelques mois déjà, c'était fin de l'année dernière, qu'il n'y aurait pas de... si, il y en a une. Non, il n'y en aurait pas cette année, elle serait en 2025 et au Japon. Ok, d'accord. Voilà. Donc pas... Et toujours dans les belles sorties qui sont sorties, je ne sais pas si certains s'intéressent au jeu de cartes à collectionner, mais il est sorti il y a à peu près un mois, un jeu qui s'appelle Star Wars Unlimited, donc qui va rejoindre les grands jeux tels que Magic et autres, dans l'univers de Star Wars. Donc tu as un premier set qui est sorti, et le deuxième est déjà annoncé pour juillet. Et il a eu un tel succès que les stocks sont déjà vides. Voilà, au niveau mondial, et pareil, je pense qu'il n'y a plus de cartes françaises. On est sur une belle compréhension de la part de Disney sur comment faire des ronds, en nous faisant acheter toujours plus de trucs Star Wars. Je ne mettrai pas la main là-dedans. Ouais, moi j'ai craqué, je suis désolé. Aïe. Non, mais moi je mets pas la main là-dedans parce que je sais que je peux être sans contrôle. Je veux dire, mes enfants voulaient quelques cartes Pokémon, et j'ai perdu contrôle. Alors j'achetais pas des boosters, ça, j'ai quand même beaucoup acheté d'occasion, etc. Mais très vite on en veut plein, et puis en occasion tu peux vraiment avoir beaucoup de cartes. C'est pas genre tu mets 10 balles, t'as 100 cartes quoi. Donc ça va très vite, t'as très vite très gros volume, mais après c'est n'importe quoi. Salut Dark Zinus. Mais en plus. Mais voilà, donc là, non, Star Wars, on va se détendre. Bref, nous, on est là pour du Tales of Lego, comme d'habitude, à peu près une fois par mois. Et là, on continue, comme vous avez certainement vu dans le titre, on continue le montage qu'on a attaqué il y a un peu plus d'un mois du Justifier. On va se mettre dans la petite vue qui va bien. Il est là. Entre-temps, j'ai fait bosser le fiston qui a avancé... Hop là, je vais mettre ça comme ça. Qui a avancé le montage, qui est plutôt pas mal. Il nous reste 2 paquets. Normalement, je devrais le finir dans l'heure à peu près qu'on a dédiée à cette émission. Et Yarlen, tu vas continuer à nous raconter plein de choses sur les chasseurs de primes. On avait déjà eu des super trucs avec... moi, j'avais bien aimé ce côté un petit peu au-delà de Star Wars, des chasseurs de primes. Là, on va se recentrer un petit peu plus sur Star Wars. Et voilà, écoute, je propose qu'on y aille. Tout à fait. Alors, avant de partir, comme d'habitude, j'ouvre un paquet et je fais beaucoup de bruit parce que le micro est juste au-dessus. Donc, je fais du bruit et je te laisse y aller derrière. Ça marche. On a un micro qui arrive pile au-dessus. Alors, du coup, on entendra bien le petit clic des pièces. Vous me direz si c'est affreux pour les oreilles ou pas. Attendez, ça c'est un 6, ça c'est un 5. Donc, on va ouvrir le petit 5 ici et j'ai pas regardé comment ça rendait. Moi, il faut que je construise plutôt là où il y a mes mains devant moi. Je pense qu'on est pas mal. On va se faire un truc comme ça. Et là, j'ai mes pièces ici qui sont cachées. C'est parfait, on peut y aller. Hop. Et ben écoute, je t'écoute. Et ben c'est parti. Donc pour répondre à la question de Kerbeline, comme l'a dit Pépito ce soir, on va continuer notre arc sur le thème des chasseurs de primes. Donc rapidement, je vais en finir un petit peu sur ce qui est de l'organisation. On avait vu déjà la fois dernière le côté inspiration culturelle américaine. On avait ensuite abordé les différentes séries Star Wars. Je suis désolé, j'aurais une petite remarque avant. Fennec, on la met avec son casque ou avec ses cheveux? T'es plutôt, je te laisse choisir comment on la met avec nous ce soir.
Eh ben, c'est très gentil. Moi, je la choisirais avec le casque. Allez, c'est parti pour le casque. Elle est plus impressionnante et plus reconnaissable. Ah, le casque, je l'aime beaucoup, son casque. Ouais. Assez classe. Vas-y. Donc, on avait également mentionné l'apparition des différents chasseurs de primes à travers les différentes périodes de Star Wars et à travers les différentes séries. Là, on va juste terminer avec l'organisation de la guilde des chasseurs de primes, parce qu'on l'a peut-être mentionné 2-3 fois, mais il faut savoir que dans l'univers de Star Wars, elle a aussi été détaillée. Et je terminerai par quelques ouvrages qui pourraient intéresser les plus fans d'entre vous, sur lesquels conseiller, enfin lesquels consulter, si vous voulez de plus amples informations. Donc par rapport à la guilde des chasseurs de primes, il faut savoir que là aussi, elle a été présentée sous 2 angles. L'angle qui est maintenant devenu ce qu'on appelle le Legend, où cette guilde qui a également été mentionnée dans le jeu KOTOR, en tout cas le MMO, hein, puisque ceux qui voulaient jouer un chasseur de primes, ils étaient enrôlés, ils travaillaient en tant que membres de la guilde, et après ils faisaient leur petite percée et leur ascension. Les chasseurs de primes, bien évidemment, ont perduré durant toute l'ère de Star Wars, mais sous le règne de l'Empire, dans l'univers Legend, il faut savoir que la guilde a fini par péricliter et disparaître à cause d'un très grand seigneur du crime, à savoir Xigzor, qui a eu cette idée, qui a été la suivante, qu'il a soumise à l'Empire, car la guilde avait quand même beaucoup d'influence, était d'essayer de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire diminuer l'influence de la guilde tout en essayant de recruter ses membres. Parce que jusqu'à maintenant, les chasseurs de primes, une fois enrôlés pour la guilde, ne répondaient que aux propositions au service de la guilde. Et l'air de rien, c'était une sorte de contre-pouvoir. L'Empire a bien évidemment... ils apprécient pas. Voilà, donc avoir entre guillemets, des rivaux ou un pouvoir secondaire qui pourrait se permettre d'assassiner des personnes que eux n'auraient pas forcément envie de voir disparaître, ou inversement, c'était pas forcément... on en revient un peu à l'image de la mafia dont on parlait la fois d'avant, c'est-à-dire que exactement. Le pouvoir en place est bien content d'avoir la mafia pour gérer certains problèmes, mais à un moment, si ça prend trop de place, d'ampleur, à un moment, ça va plus, quoi. Exactement. Donc, le plan de Xigzor était le suivant, à savoir infiltrer la guilde, essayer de se débarrasser des dirigeants, créer une sorte de chaos au sein de la guilde, qui ferait qu'elle perdrait en influence et en pouvoir, et les survivants, entre guillemets, n'ayant plus de boulot proposé par la guilde, se tourneraient finalement vers l'Empire, qui pourrait les embaucher pour un moindre coût. Ok. Voilà, le but, c'était d'appauvrir les chasseurs de primes restants et de faire en sorte que, du coup, ils soient à la solde de l'Empire. Comme ça, eux, ils pourraient tout gérer. L'empereur a validé ce plan, et qui de mieux pour infiltrer la guilde qu'un chasseur de primes? Il faut savoir que dans l'univers Legend, Boba Fett détestait la guilde pour différentes raisons. Il travaillait comme chasseur de primes indépendant, mais pas au service de la guilde. Donc du coup, ils lui ont proposé ce plan qu'il a accepté de bon cœur, et il a réussi à convaincre les dirigeants de la guilde des chasseurs de primes, finalement, de lui ouvrir ses portes et de lui proposer des missions et autres. Une fois qu'il a réussi à s'infiltrer dans cette guilde, il a fomenté un plan qui visait à créer la discorde entre certains dirigeants de cette guilde, à savoir qu'à cette époque-là, celui qui dirigeait la guilde, c'était le papa de Bossk. Lui aussi très apprécié pour ses talents de combattant. Parce qu'en tant que Trandoshan, il faut savoir que les Trandoshan, c'est un peuple guerrier dont la planète est dans le même système que celui des Wookiees, et que depuis des millénaires, les Trandoshan s'amusent à aller chasser les Wookiees. Ils aiment bien se foutre sur la gueule.
Voilà, pour prouver leur. Et c'est également une sorte de rite d'initiation Oui, pour passer, voilà, entre guillemets, à l'adolescence à l'âge adulte ouais. et pour prouver sa valeur. Ils honorent une déesse qui est la déesse des. Comment ils appellent ça? La déesse des points, je sais plus, je crois que c'est ça. En gros, chaque chasse qu'un Trandoshan va accomplir va lui rapporter des points. Et donc, plus il a de points, plus il est bien vu aux yeux de la déesse. Ça, c'est leur culture. Donc, le papa Bosque dirige la guilde des chasseurs de primes. Sauf qu'il y a des divergences entre le papa et le fiston. Alors, attends, juste Et le Papa Bosque, c'est le Bosque qu'on a dans le jeu, qu'on voit dans Clone Wars, etc. dans Clone Wars, celui qu'on voit en tant que 32. Alors, je crois que. Je sais plus si on le voit, le papa de Bosque, à un moment dans Clone Wars. Peut-être Ah, mais dans le le Bosque qu'on mien. voit, c'est le fils, du coup, nous. Alors, nous, ce qu'on voit, ça c'est sûr, c'est le fils. On le voit à plusieurs reprises, quand il travaille parfois avec Boba Fett, notamment, ou avec d'autres chasseurs de primes. Petite coupure, puisqu'on a deux nouveaux arrivants. On a Lord Vader et. Ouais, il y a un raid qui a été lancé par, Ah oui, c'est un raid. Ok. par Notch to Good. Thanks for the raid, but SW GOH is over and now it's Lego Mounting. So if you want to stay, you can. Mais on a fini avec le SWGOH. Ouais, donc tu dis... Ouais, Donc voilà. ouais. Petite tension parce que Bosque et son papa n'ont pas la même vision des choses. Ouais. Et certains commencent à voir le papa de Bosque comme un peu dépassé. D'accord. Et Ouais. plus du tout à la hauteur de sa gloire d'antan. Donc Boba Fett va jouer là-dessus et va monter le fiston contre le papa en faisant croire, notamment à un moment, que le papa a voulu assassiner Bosque parce que il commençait à prendre un peu trop d'influence au sein de la guilde. En gros, il va dire ça à Bosque et Bosque, avec son caractère, va se retourner contre ce papa, va y avoir un duel et Bosque va sortir vainqueur de ce duel. D'accord. Sauf que le papa de Bosque avait ses partisans et n'appréciait pas forcément les méthodes de Bosque. Donc la guilde va se scinder en deux et cela va engendrer un conflit interne avec de nombreuses morts et de nombreux assassinats. Et ces chasseurs de primes vont être tellement efficaces que finalement la guilde ne sera plus que l'ombre d'elle-même. Et suite à ça, Xigzor, son plan a quelque part marché dans le sens où la guilde, en effet, s'est effondrée, mais elle s'est si bien effondrée que finalement, il n'y avait plus suffisamment de main-d'œuvre à embaucher et à recruter. Ah d'accord, ça les a découragés. Disons qu'ils n'ont pas pu profiter de la main-d'œuvre qu'ils escomptaient pour ensuite assouvir leur plan. Et là où c'est d'autant plus dommage pour ce seigneur du crime Xigzor, c'est que par la suite, à un moment, en voulant capturer Luke et la princesse Leia, il va finalement se faire éliminer par les rebelles. Chose qui ne serait peut-être pas arrivée si la guilde avait survécu, puisque l'Empire aurait pu faire appel à, comme il a essayé de le faire justement avec Han Solo, et pour essayer d'aller chercher Leia ou même Luke Skywalker. Donc voilà, une histoire qui est maintenant classée dans l'univers Legend et qui nous raconte la fin de la guilde des chasseurs de primes. D'accord. Voilà. Bon. Maintenant, dans l'univers canon, cette guilde des chasseurs de primes, elle existe. On la connaît. Encore. Même moi, je la connais. C'est dire. Oui, bien sûr. En bon fan de Star Wars que tu es, tu l'as vu. Je l'ai vu. Avec l'un de ses plus grands représentants. Greef Karga. Exactement. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette guilde des chasseurs de primes, elle est divisée en cellules. Et que tu as des annexes dans chaque secteur. Et on suppose que Greef Karga est en fait un officier de la guilde qui gère cette antenne dans la bordure extérieure. C'est pas forcément le patron de la guilde, mais un des officiers. C'est un administrateur local, quoi. Voilà, exactement. Mais par contre, dans son secteur, celui qui l'administre, c'est le patron.
c'est lui qui va attribuer les primes aux chasseurs de primes, comme on le voit justement quand on les voit réclamer ces fameux palais de track. C'est lui qui décide qui aura quel palais. Donc bien évidemment, les meilleurs chasseurs de primes sont toujours récompensés. Et comme on le voit également, les chasseurs de primes peuvent bénéficier de certains avantages de la guilde, mais doivent bien évidemment reverser une partie de leur profit au sein, pour la guilde, tout simplement pour le... Du coup, dans, pardon, dans le canon, on a un lien qui est fait justement entre les chasseurs de primes un peu que nous on a connus dans l'épisode 5 et ceux du Mandalorian. Il y a quelque chose qui est fait officiel ou juste voilà, c'est la suite et on cherche pas plus à comprendre. En fait, c'est juste flou et il y a rien qui a été dit, quoi. Non, il n'y a pas énormément d'informations par rapport à ça. C'est vrai qu'on doit se contenter des petites croquettes entre guillemets qu'on nous donne. C'est joliment dit. N'est-ce pas? Par exemple, dans Clone Wars, tu as quelques épisodes où tu les vois entrer dans des espèces de bâtiments sur lesquels tu as des relais où tu peux consulter les têtes mises à prix au niveau local ou au niveau galactique, par exemple. Donc ça, il y en a qui sont répartis un peu partout dans la galaxie. Et puis, sinon, après, les seules informations qu'on a, c'est ce qu'on a vu dans The Mandalorian, avec par exemple le fait qu'un chasseur de primes ne pose pas de questions. S'il accepte la traque, voilà, il va faire son job et il s'occupe pas de savoir ce qui va advenir ou pas de sa cible. D'un point de vue entre guillemets éthique, dès lors qu'un individu, une personne est sur le mur des chasses à la prime, on ne le considère plus comme une personne. Voilà, c'est une cible, mais en fait ils insistent beaucoup là-dessus pour éviter tout attachement. Oui, ils déshumanisent le truc, quoi. C'est comme un chirurgien qui doit pas trop connaître non plus la personne, quoi. Voilà, parce que sinon ça risque de faire échouer par exemple la mission. Donc ça fait partie des règles de la guilde. Oui, parce qu'on voit que ça tourne mal sinon, le petit Mandalorien, là, ça s'attache et voilà comment ça finit. Voilà, ça s'attache et puis après il a toute la galaxie sur le dos. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que la série The Mandalorian a introduit un objet qui n'existait pas avant, qui est ce fameux palais de track. Donc le palais de track, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'objet qui contient des informations sous forme d'holo de la cible. Alors généralement, on va avoir son nom, son âge, sa taille, et puis éventuellement d'autres descriptifs. Mais en plus de ça, ce palais de track nous permet de localiser la cible. Comme on le voit dans The Mandalorian. Alors, ils ne sont pas rentrés plus que ça dans les détails, mais c'est vrai que se pose la question de savoir technologiquement, mais comment le tracker il peut faire pour localiser la cible. Parce que tout le monde a une balise GPS dans le cul, c'est embêtant, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait supposer que ce palais de track contient des informations génétiques de la cible et que grâce à ça, éventuellement, il pourrait permettre de la localiser plus facilement. Mais voilà, ça s'arrêtera là pour ce qui est des descriptions techniques de cet objet. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette guilde. Donc dans l'univers canon, donc la guilde des chasseurs de primes existe toujours bel et bien, même si on ne sait pas comment la suite va se dérouler, puisque comme vous l'avez sûrement vu il y a quelques semaines de cela maintenant, l'acteur Griff jouait Griff Karga, il est décédé. Et malheureusement, décédé dans son sommeil. Donc voilà. Alors après, si jamais certains, donc je le disais, veulent se pencher un peu plus sur l'histoire des chasseurs de primes, il existe un certain nombre de revues et autres parutions. Le plus intéressant que vous pourrez peut-être trouver encore maintenant sur le Bon Coin ou peut-être sur Amazon, c'est le guide du chasseur de primes. Alors il est assez sympa, il est bien illustré,
Il nous raconte tout le fonctionnement de la guilde des chasseurs de primes, comment on fait pour être recruté, les différents types de primes, les rémunérations, les équipements, les quelques chasseurs de primes assez célèbres. Donc, ce guide remonte aux origines comment également. postuler, Comment? comment postuler, faire une bonne lettre de Voilà. motivation pour entrer dans la guilde. Ah, mais tout à fait. Il y a également comment rentrer au sein de la guilde, comment postuler, comme tu le dis. Et ça varie en fonction des cellules de recrutement. On avait parlé de la boîte. Bon, la boîte, ça peut faire partie d'une méthode de recrutement si tu vas postuler chez cette antenne-là. Il y a également en fin de partie, puisque on t'explique que beaucoup de Mandaloriens sont chasseurs de primes, donc on te refait un petit rappel de l'histoire des Mandaloriens, là aussi depuis leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Alors parmi les informations, il y en a quelques-unes qui sont maintenant qui font partie de l'univers Legend, Oui. mais il y en a d'autres qui sont encore canon. Ok. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu as des commentaires en bas de page ou sur les côtés de différents personnages, tels que Bossk, tels que Greedo, tels que Boba, etc. Ok. Et ils s'envoient des vannes les uns les autres parce qu'on t'explique que ce manuel que tu tiens entre les mains, en fait, on l'a retrouvé dans le Slave One quand il a été confisqué à Boba, mais qu'il a été dans les mains d'autres chasseurs de primes qui, chacun leur tour, en fait, se sont joués de leurs petits commentaires. Chacun met ses remarques sur le... Ah, ok. C'est assez sympa parce que tu vois à peu près ce que les autres pensent chacun. Ouais. Et le Greedo, c'est vraiment le plus nul des chasseurs de primes. Ah bah Greedo, le pauvre, il est mort de façon honteuse. Greedo, ça a toujours été ça son problème, c'est qu'il a voulu toujours se mettre en avant, sauf qu'il n'en avait pas les capacités et il se faisait toujours charrier par les autres. Et puis on a bien vu comme il a fini. Ouais, c'est ça. Dans les autres ouvrages, vous avez donc il y avait une série de comics, mais qui ont ensuite été regroupés en un volume, je crois, c'est War of the Bounty Hunters. Et puis vous avez aussi la série Bounty Hunters. Voilà. Donc c'est des comics assez sympas là aussi que j'ai lus et que j'aime bien, qui nous permettent de revoir nos chasseurs de primes les plus célèbres. Dans une trame de fond avec une petite guéguerre interne avec l'Aube écarlate. Ouais, c'est un bon format pour creuser comme ça des histoires un peu annexes. C'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les chasseurs de primes. Et qui complète ce qu'on avait déjà vu. Alors, pour les chasseurs de primes les plus célèbres, on en a déjà parlé. Hein. Mais celui qui revient dans tous les esprits, c'est bien évidemment Boba Fett. Oui. Bien que Din Djarin, je pense, aujourd'hui... Oui, maintenant, est peut-être plus célèbre. Au moins, plus... Ouais, Boba Fett, mine de rien, ça reste issu de films qu'on commence à avoir plus de 40 ans. Voilà. Là où Djarin, c'est tout récent, quoi, et très très mainstream, quoi. Exactement. Donc voilà pour ça, et nous avions prévu de poursuivre la thématique des chasseurs de primes avec probablement l'un des jeux les plus maudits de l'univers Star Wars. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est fou ça. Hein. Ça revient souvent. Hein. On l'a mentionné très rapidement, 2-3 fois comme ça. Et également l'un des jeux les plus attendus par la communauté Star Wars. Ce jeu, certains en ont certainement entendu parler, s'appelle Star Wars 1313. C'est comme ça qu'il nous avait été présenté à l'époque. Et le jour de la sortie du trailer, tout de suite, il y avait eu une grosse hype qui avait été qui avait commencé à grossir par rapport à ça. Mais malheureusement, le destin a voulu que il se passe autre chose. Donc Star Wars 1313. Est-ce que c'est le moment où il faut que je lance les images? Alors, on va pouvoir commencer à lancer quelques images, mais pas tout de suite. Je vais juste remettre... Je colle mes stickers. Le contexte. Star Wars 1313, c'est un jeu qui est né
dans les studios de LucasArts. Il faut savoir qu'avant le rachat de Star Wars par Disney, on avait donc les studios de Lucas et on avait une antenne qui était LucasArts, dont le travail consistait principalement à produire des jeux vidéo. Sous couvert également de l'utilisation du studio ILM et des autres technologies développées par Lucas. Et en 2009, Lucas, qui dirigeait LucasArts, décide de lancer un jeu vidéo qui aurait comme thématique les chasseurs de primes, qui se déroulerait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ce jeu vidéo se déroulerait sur Coruscant et plus précisément dans les bas-fonds de Coruscant. Et donc, le joueur incarnerait un chasseur de primes qui évoluerait dans cette zone-là, qui est considérée comme l'une des zones les plus dangereuses. Déjà, dans les grandes lignes, on voulait que ce jeu soit un jeu dit mature, où on y aborderait des thématiques qu'on a moins l'habitude de voir dans Star Wars, telles que la prostitution, la drogue, bref, tout... La vie. Tous ces éléments qui constituent le crime. Voilà, donc quelque chose de plus sombre, de plus mature, mais de très immersif. Et ce serait un jeu qui se déroulerait à la troisième personne, ce serait un jeu de tir, et où le joueur n'incarnerait plus ces fameux Jedi qu'on avait l'habitude de jouer, avec la manipulation de la force et du sabre laser, mais un humain, chasseur de primes. Mais par contre, comme c'est un jeu qui devait être un jeu de tir, et le joueur, au fil de son aventure, ramasserait des équipements et s'étofferait et aurait de quoi éliminer ses cibles de manière encore plus efficace. Le but était bien évidemment, dans ce jeu, de passer également de planète en planète pour aller chercher ses primes. Donc ça, c'est le synopsis qui est mis en place. Et parallèlement, Lucas veut développer une série en live action. Cette série, il en a déjà les grandes idées. Elle doit se dérouler encore une fois sur Coruscant, encore une fois dans les bas-fonds. Et ce qu'il veut, c'est relier ce jeu vidéo à la série en live action. Cette série, elle s'appelle Star Wars Underground. Et on a quelques rushs qui traînent, si vous cherchez un petit peu, sur Internet. C'est mon moment. Alors, non, c'est pas ton moment parce que ce lien-là, je te l'ai pas mis. Je me suis dit que ça ferait trop, mais parce qu'on va pas parler de Star Wars Underground, mais de Star Wars 1313. Ouais. Donc maintenant que j'ai mis le contexte, en effet, tu peux balancer le trailer. Oh, carrément, j'envoie le trailer. Ok. Non, tu as raison. D'abord, on va montrer les premières images pour voir un petit peu le contexte de cet étage. Alors, j'accroche le truc et donc, je fais ça. Le niveau 13-13. Hop, hop, voilà. Donc, pif, paf, pouf, en mode comme ça. Et je vais rapatrier cet écran à la prod. Merci de m'envoyer ça. Voilà. C'est bon? Je suis dans l'ordre? Ouais, c'est nickel. Voilà, donc, comme on le disait, Star Wars 1313 se déroule dans les bas-fonds. Alors, si vous avez vu Clone Wars, dans les dernières saisons, vous savez, quand Ahsoka est accusée de terrorisme et de crime, elle va se réfugier dans les bas-fonds. Alors elle, je crois de mémoire qu'elle est au niveau juste au-dessus, le niveau 13-14. Mais on voit déjà qu'il y a un peu cet aspect peu reluisant, un peu dégoûtant. On voit des gens un peu paumés, etc. Bon, le niveau d'en dessous, il est pire encore. C'est pire encore. Voilà, donc on y reconnaît quand même des caractéristiques de Star Wars. On reconnaît certains personnages de race extraterrestre. On voit une Twi'lek par exemple et d'autres personnages. On voit bien évidemment aussi des droïdes, mais on peut voir que les rues sont un peu délabrées et pas forcément en très bon état. Et que derrière, dans le fond, là, on voit des gens en train de se disputer ou en train de jouer par terre.
un jeu de hasard. Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel le chasseur de primes va évoluer. Pardon. Donc là, tu peux Ouais, montrer photo une page, suivante. s'il te plaît. On est clairement sur du racolage dans la rue, là, sur cette image. Exactement, d'où vous voyez la thématique un peu plus adulte, hein, puisque là, on a une jolie Twi'lek en train de se dandiner et nous montrer son joli fessier. Voilà, donc un jeu qui ne s'adressait pas, bien évidemment, aux plus jeunes. Clairement. Donc vas-y, tu peux continuer. J'ai passé la Donc, suivante. Là. alors, cette image, il faut savoir qu'elle date de 2009, mais ceux qui ont joué à Jedi Survivor, bah, vous ne pouvez pas passer à côté. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au début donc de l'épisode 2 Jedi Survivor, on est dans Coruscant et on est aussi dans les bas-fonds. Hein. Et on voit bien cette architecture typique de cette zone-là. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans Jedi Survivor à faire des pauses et à regarder l'environnement à 360 degrés. Ça, c'est les meilleurs jeux vraiment, quand tu fais ça, c'est clair. Il y a un taf de fou, il y a plein de détails. Voilà. Et vous voyez, ça, là encore, cette image-là, moi, elle me fait beaucoup penser à Jedi Survivor. Toujours pareil dans ça y ressemble énormément. Et je pense que le studio qui a bossé là-dessus a bien évidemment profité de ces planches-là pour faire son univers. Voilà, donc là on voit ce fameux tunnel, cette entrée qui nous permet de passer de l'extérieur, donc de Coruscant, au bas-fond. Donc c'est assez immense, hein. Ce qui est terrible, c'est que en fait on a l'impression qu'on a une deuxième planète, entre guillemets, sous la première. C'est ça qui est très perturbant. On a vraiment de trucs différents, comme tu dis, un monde souterrain complètement occulté de tout ce qu'il y a au-dessus, et bien caché dans tout ce qu'on voit dans les films, etc. Donc là, après, des petites images un peu plus détaillées, encore une fois sur l'environnement. Donc tu peux, voilà. J'avance un petit peu de temps en temps. Oui, on voit des ruelles avec des boutiques. Hein, la charte graphique et les couleurs, là aussi, sont très, très typiques pour cet environnement. Il y a un côté vraiment assez sombre. Hein. Petite image de chasseur de primes, justement. Exactement. Et donc là, on a quelques skins qui sont mis aussi, je pense, dans les types de persos qu'on aurait pu jouer. Et donc là, on voit quelques personnages que le joueur était censé croiser, des adversaires et autres. Mais qui ont un côté bien criminel. Hein. Oui, on sent bien qu'on n'est pas là pour jouer au Uno, bien sûr. Voilà, exactement. Ça, c'est une zone du jeu que le joueur devait découvrir, qui, dans ses bas-fonds, était une sorte de décharge. Donc à un moment, il devait aller dans cette zone-là en particulier, il allait se passer des choses. Mais voilà, c'était... si on veut, c'est le côté le plus encore crade des bas-fonds, qui sont déjà eux-mêmes crades. Voilà. Non, mais c'est clairement la palette de couleurs, le dessin, ça a l'air assez immersif, ça donne vraiment envie, tu vois, c'est un truc très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui rappelle effectivement quelques scènes qu'on peut voir de temps en temps dans Star Wars. Il y a pareil quand quand on retrouve le Captain Rex un peu là, paumé au milieu de, je sais plus sur quelle planète c'est Coruscant ou une autre, je sais pas, mais ça fait très ça, voilà, un petit peu les bas quartiers. Il y a beaucoup ça quand tu joues dans KOTOR aussi, Knights of the Republic, tu as des passages comme ça un petit peu où tu es dans les bas quand tu vas sur Narshada, etc., tu as t'as ce type de truc aussi. Et dans l'image d'avant, vous voyez un Stormtrooper, parce que bien évidemment, on a voyé déjà sur d'autres images. Voilà, l'Empire qui patrouille, entre guillemets, même si ceux qui patrouillent sont bien corrompus par la pègre locale, bien évidemment. Mais voilà, dans ce jeu, il était quand même prévu aussi de faire gaffe avec l'Empire. Alors c'est un jeu qui n'était pas prévu pour être en monde ouvert, mais qui... oui, à l'époque, c'était peut-être pas trop... de voyager de planète en planète. C'était pas trop le délire. Et donc là, l'image que vous voyez là, c'est celle qui est tirée
du trailer. Et donc vous étiez censé incarner ce chasseur de primes-là, et qui va du coup commencer sa mission et s'engager dans ce tunnel pour aller rejoindre le niveau 13-13. Alors j'ai envie de revenir en arrière parce que cette image-là, on va en parler plus tard. Voilà, donc si tu veux bien revenir en arrière, s'il te plaît, oui, tout à fait. Et du coup, lancer le trailer. Ah, oui, tout à fait. Le trailer. Alors là, je l'ai mis ailleurs, je voulais pas ouvrir le truc. Donc il faut savoir que le lancement a été prévu. C'est horrible, il ressemble à Lance Armstrong. Alors vas-y, ça, c'est pas le trailer, c'est la démo. Hein. Ouais, alors justement, je vais t'en parler. Donc le développement a commencé en 2009. Et en 2012, il a été prévu de présenter le jeu lors de l'E3. Donc c'était en juin, si je ne dis pas de bêtises. Et on a vu cette entre guillemets, cette petite séquence. Alors, le jeu utilisait comme moteur comment ça s'appelle Unreal Engine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Aujourd'hui, on est à la version 5, je crois. Et s'inspirait d'un jeu vidéo qui faisait fureur à l'époque, qui s'appelait Uncharted. D'accord, ouais. Voilà, parce que c'était un jeu d'action très dynamique, avec des séquences un peu comme les Tomb Raider, après, le reboot des Tomb Raider servait de ça. Voilà. Mais ça, quand j'ai commencé à jouer à Jedi Fallen Order, ça me faisait penser beaucoup à ça. C'est vraiment ce type de jeu, quoi. Tu vas comprendre quand tu vas voir le trailer. Donc, tu m'avais mis un timecode, c'est ça? Je vois que ça démarre à 1:20, tu avais fait exprès de... Non, normalement, ça démarre. Par contre, t'as pas mis le son? T'as pas le son? J'ai pas le son. C'est quelle année, juste rappelle-nous? Donc ça, c'est paru en 2012. 2012, ok. Ouais, c'est l'époque aussi des Mass Effect, ce genre de jeu un peu... Et donc là, tu vois, on descend de niveau en niveau. Et ils vont jusqu'au 13-13. C'est pas le dernier niveau, c'est-à-dire qu'il y a un... Ah oui, il y en a plus. 0-0-0. C'est pas le dernier des derniers. Le son, on l'a par moment, c'est très assuré. Ah ouais? Ouais. Mais à la rigueur, on redonnera le lien pour ceux qui veulent aller le voir. Ou alors ils tapent directement dans YouTube, hein, ils mettent Star Wars 13-13 trailer, ils reverront la vidéo. Chelou. Ouais, c'est bizarre ça, parce que ça vient... Ouais. C'est la même source que quand toi tu parles, normalement, donc... Ah mais non, attends, je suis bête. Ouais, non, j'ai rien dit. Parce que j'avais coupé le son de Twitch. Ah. Ouais. Ouais, non. Quand je vois le truc, je pense à Mass Effect direct. C'est les trucs où tu te camoufles, t'avances en te camouflant, en tirant. C'est ce genre de truc. Mass Effect, ou c'est quoi? Il y a un autre nom de jeu que j'ai oublié là. Pareil de ces années-là. Machin 3, c'est un truc qui s'appelle... Ah zut. Il y a les gens dans le chat très fort qui vont retrouver le nom. God of War, c'est possible ça? Ça existe ça? God of War 3? Je crois qu'il ressemble beaucoup à ça. Oui, ça, mais ils avaient mentionné aussi un autre jeu, je me rappelle plus. Halo? Ah ouais, peut-être aussi. Halo. Mais clairement, moi je vois ça, je vois Mass Effect. Ça ressemble. Et c'est vraiment cette période-là. En plus, je pense de jeux où effectivement tu te camoufles, t'avances, etc. Et puis avec des cinématiques qui bougent en même temps en dehors. Puis Jedi Survivor et Fallen Order aussi, quoi. Bien sûr. On est sur le truc. They're taking the mark. Let me handle this guy.
J'ai hâte que tu nous dises pourquoi on n'a pas pu jouer à ça, parce que là, ça Ah bah, ça attends, fout juste les boules, là. tu vas voir. Tu vas voir, ce jeu, il est maudit. Ah, pas mal. Ouais, excellent, et regarde bien. Bon, après, c'est un peu suicidaire, hein, parce que tu te dis, mais comment il va s'en sortir s'il pète les deux vaisseaux? Oui, c'est ça. C'est rigolo, mais c'est pas malin, en fait. Bon, bah, je vais le suivre, hein, j'ai pas le choix. Ah oui. Et franchement, quand tu vois ces scènes-là, bah, t'as les mêmes dans Jedi Survivor. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Des petites barres en rouge pour t'expliquer que tu peux. Exactement, voilà, t'as les petits repères visuels. Quel chemin inspire. Et ça, voilà, ça on fait dans le Jedi Survivor. Ok. Voilà, donc ça c'était le trailer qui nous avait été présenté en 2012 à l'I3. Ok. Donc on joue donc ce qui était prévu, c'est qu'on joue ce jeune chasseur de primes qui va être épaulé par l'autre chasseur de primes, d'accord? Ouais. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais dans leur vaisseau au début, ils transportent une caisse. J'ai pas Et fait dans gaffe, cette non. caisse, on voit qu'il y a quelqu'un. D'accord. Ce quelqu'un, c'est un Trandoshan qu'ils ont donc capturé et qui vont devoir livrer au niveau 13-13. Sauf qu'ils se font agresser par un droïde et d'autres soldats qui travaillent probablement pour un autre criminel et dont le but à eux, c'est de récupérer aussi ce Trandoshan. Donc après, dans le script, il était prévu que tu finisses dans le niveau 13-13 et puis que tu retrouves la trace de ce Trandoshan. Et au fur et à mesure, tu vas retrouver également des équipements et tu vas avoir une armure un peu plus efficace, des armes plus efficaces, etc. Et durant ton périple, il était prévu également que tu rencontres un droïde qui devait avoir le même aspect que les fameux droïdes assassins de KOTOR, les fameux HK-47. Ouais. Voilà, sauf qu'il avec un design un petit peu plus différent, mais fortement très inspiré. Sauf que notre cher ami George Lucas, dans sa grande spécificité, c'est joliment dit. Quelques semaines avant la présentation de ce trailer pour l'I3, débarque au studio de LucasArts, il a dit hop, changez tout. Finalement, j'ai réfléchi et le chasseur de primes que les joueurs vont incarner, faut que ce soit un chasseur de primes connu, faut qu'il soit célèbre, un chasseur de primes qui est apprécié par la communauté. Donc ce sera Boba Fett. Donc là, tous les membres de LucasArts dépités, parce que l'I3, c'est dans quelques semaines seulement. Ils ont déjà un rush de prévu. Ils se disent, mais on n'aura jamais le temps de le changer et d'introduire Boba Fett. Mais c'est pas grave, on va présenter celui-ci, mais après on va changer. Ok. Suite à ça, c'est devenu la grande angoisse dans les studios de LucasArts, parce qu'à chaque fois que Lucas débarquait, qu'est-ce qu'il va serrait falloir les changer, fesses, quoi. voilà, en se demandant, mais qu'est-ce qu'il va nous demander de changer encore? Ça devenait insupportable, à tel point que le directeur du projet a démissionné. Donc, la direction, c'est pas grave, on continue. Et on se plie aux nouvelles exigences de Lucas et on décide de mettre Boba Fett. Donc là, l'objectif, c'est que Boba Fett n'aura qu'une partie de l'armure de son père, et va petit à petit, dans ses pérégrinations, retrouver le reste de son armure qu'il va ensuite repeindre aux couleurs de celles que l'on connaît aujourd'hui. On garde le pitch avec le fait qu'il sera accompagné d'un droïde, et puis on essaye tant bien que mal de continuer la production.
Sauf que, bah, un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 avec LucasArts et Lucas dans son ensemble? C'est que Lucas a revendu Et oui. Star Wars à Disney. Et là, bah, stop, on arrête tout. Quelques semaines après le rachat, on licencie et on ferme l'antenne LucasArts. On réorganise le reste et plus aucune nouvelle de Star Wars 1313. Cependant, la communauté n'a pas lâché le morceau et régulièrement, que ce soit lors des conventions ou autres, on demandait où en était l'avancement de Star Wars 1313. Et Kennedy, sous la pression, Kathleen, a fini par faire une annonce en disant « Ne vous inquiétez pas, Star Wars 1313, c'est un beau projet, on l'a encore sous le coude, c'est pas fini. » Qu'en est-il de la série Star Wars Underground? Eh ben, il faut savoir qu'avant le rachat de Disney, Lucas avait finalement dit bon, on abandonne parce que c'est trop coûteux et j'ai pas les finances. Parce que dans sa grandeur, hein, il avait quand même prévu plus d'une centaine d'épisodes pour la première série. Ah ouais, non, mais en fait, il avait prévu un truc de fou. Et puis petit à petit, en faisant les premiers rushs, il s'est rendu compte que c'était quand même très coûteux et qu'au final, bah, il n'avait pas toutes les ressources qu'il fallait et il s'est dit c'est bon, ça va être un gouffre financier, on arrête. Donc, hop, Star Wars Underground, mis au placard, on conserve juste le jeu vidéo. Sauf qu'après, bah, Disney, quand ils ont eu les droits de Star Wars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé un contrat avec Electronic Arts. Hein. Oh, joli. Tu l'as fini là? Non, il reste un paquet, Ok. Je faisais un petit point. Le Lego, c'est le Justifier, Aeronoctopus qui demande. Sorti il y a un peu plus d'un an, je crois maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit encore en vente. J'ai un doute, je crois pas. Avec tout plein de jolis personnages dedans. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, Disney passe un contrat avec Electronic Arts en leur octroyant l'exclusivité des productions de jeux vidéo Star Wars pendant plusieurs années. Et là aussi, bah, la communauté a été un peu sceptique. Au début, elle était plutôt enthousiasmée en se disant chouette, bon, bah, on va avoir un studio qui va nous produire régulièrement des jeux vidéo. Sauf que quand on fait le bilan, durant la période d'exclusivité chez Electronic Arts, il faut savoir qu'ils ont sorti autant de jeux vidéo Star Wars qu'ils en ont annulé. Au final, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme jeux vidéo? Font toujours mal, ça. Tu as eu les Battlefront avec la réédition, donc Battlefront 2 qui est sorti il y a quelques années, mais qui a été un gros scandale parce que ils ont pris les joueurs pour des vaches à lait. Et où tu avais plein de cosmétiques et autres et d'améliorations qui étaient payantes. Enfin bref, c'était un vrai cauchemar. À tel point que Disney a fait pression sur Electronic Arts en leur disant maintenant vous arrêtez vos conneries, hein, parce que là la communauté ça va pas du tout. Ils sont à deux doigts d'exploser et vous nous refaites quelque chose de correct et vous les respectez. En gros, c'était ça. Donc il y a eu Battlefront, il y a eu Star Wars Lego. Il y a eu le MMO, donc The Old Republic. Voilà, de KOTOR. Et puis, il y a eu Jedi Fallen Order qui est sorti récemment. Mais heureusement, Electronic Arts n'a plus l'exclusivité des jeux vidéo Star Wars, ce qui fait que depuis plusieurs mois déjà, voire plusieurs années, on a d'autres studios qui se sont lancés dans la production de jeux vidéo. Durant l'exclusivité Electronic Arts, là aussi, on leur avait demandé, bon bah alors, quid de Star Wars 1313? Et là, eux, ils ont été très clairs, ils ont dit, écoutez, Star Wars 1313, ça a été produit par un autre studio, donc il n'est pas question qu'on le reprenne. Ouais, qu'on reprenne, d'accord. Voilà, à cause des droits, etc. Donc Star Wars 1313, bah, c'est mis de côté. Voilà, au grand désarroi de la communauté. Donc, malgré l'annonce de Kennedy disant que voilà, il n'était pas mort, mais que peut-être que sous une forme ou une autre, il ressortirait en 2015. Bon, bref, on n'en a plus entendu parler et on s'est dit ok, il va rejoindre la longue liste des jeux Star Wars qui ont finalement été annulés. Salut Nemo Obi-Wan. Salut Nemo.
Sauf que en 2020, on a eu de nouveau une annonce qui nous disait que Star Wars 1313, il n'était pas peut-être pas mort et qu'on avait peut-être un studio qui allait retravailler dessus. Donc là, on s'est dit, ok, bonne nouvelle, mais depuis le temps, on se méfie. Ouais, c'est Hein. ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est un peu comme, en fait, c'est une des arlésiennes hein, de Star Wars. Ouais. Donc, ok, sauf que là, au mois de janvier, on a eu une annonce qui a réjoui tout le monde, puisque elle est parue. Alors, je recherche où elle est parue. Oui, voilà, c'est les studios Respawn qui ont fait une annonce en disant bon bah voilà, on va faire un jeu vidéo qui va se dérouler à troisième personne, ce sera du FPS, où vous incarnerez un Mandalorien, mais pas Din Djarin, D'accord. et où vous aurez donc comme mission eh bien, de rechercher des primes à travers toute la galaxie en allant visiter différentes planètes. Ok. Ça ne sera pas un monde ouvert, mais un peu comme Jedi Fallen Order, hein, si tu te rappelles. Mhm. Tu vas en effet sur différentes planètes, tu arrives dans des zones, tu es un peu guidé, hein, c'est un peu linéaire, même si Oui, oui, oui. tu peux quand même te déplacer de gauche à droite sur de grandes zones. Hein, où C'est pas un tu couloir, vas... quoi. voilà, ce ne sera pas non plus du couloir, mais ce ne sera pas non plus du monde ouvert. Et où bah, là aussi, tu vas, au fil de tes aventures, eh bien, gagner en compétences, gagner en équipement, et où le jeu va également se dérouler sur plusieurs niveaux, à savoir, tu vas évoluer sur le sol, mais également grâce à ton jetpack, tu vas pouvoir évoluer dans les airs, Ah, qui ajoute une nouvelle dimension. ouais. Tu vois, qui manque peut-être un petit peu à Jedi Survivor, par exemple. Tu peux faire pas mal de choses, mais tu es contraint quand même à une certaine gravité. Là, au moins, ton jetpack va ouvrir de nouvelles zones. Donc, super, ils nous ont annoncé ça au mois de janvier, donc on est tous contents. On se dit, bah, finalement, Star Wars 1313 va peut-être renaître sous une autre forme. Ouais, Mais un peu mis à jour voilà. avec les chasseurs de primes du moment. Et exactement, on garde un petit peu quand même cet ADN du chasseur de primes. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai pas remis le. Je suis construit depuis tout à l'heure, on voit ma tête depuis que j'ai montré le vaisseau, j'ai oublié de switcher. Merci Nemo. Alors, avant de terminer, on va pouvoir montrer d'autres images Ah oui. qu'on avait commencé à voir justement, où, et bah, suite au changement de direction de George Lucas, et bah, D'accord, ouais, donc c'est le on est, fameux voilà, truc avec vers Boba Fett. l'armure, d'accord. Voilà, donc si tu revois Boba Fett, bon, techniquement, on reconnaît son casque, hein, Ouais, bien le évidemment. lance-flamme. Il a le lance-flamme, mais on voit qu'au niveau de l'armure, bon, il manque peut-être encore quelques pièces. Ouais. Euh, Ah non, il y a des trucs sympas, ouais. Voilà, et il est accompagné de son fidèle droïde. Et là, on le voit justement en fin de jeu, où il a Son armure complète, voilà, ou en tout cas armure qu'on connaît, quoi. complète, et où on reconnaît quelques éléments. En fait, là, si tu vois bien, si tu as bien compris, il se situe Et où? Jabba, il y a le- Exactement, il est dans le palais de Jabba, puisqu'à un moment, le scénario devait l'amener sur Tatooine, et il affronte une sorte de Tusken. Hein. On voit que on y reconnaît le masque, sauf que ce Tusken, il a un sabre laser. Ouais, oui, c'est ça, hein. On a bien vu. Voilà, dans la main. Donc c'est un des boss qui devait affronter. Là, on le voit, donc il est encore en train d'évoluer dans Coruscant. Il n'a pas toute son armure. Il essaie tant bien que mal de Un bon coup de survivre. brûlure assez stylé. Ok. Voilà. Et là, bah, il est en train de cramer le Tusken. Ah, il y a des images, il y a des il y a des visuels assez beaux, classe. artworks. Effectivement, avec son droïde, là, on voit. Et bah, là, on le voit, voilà, avec son droïde. Et puis, l'équipe était censée s'étoffer. Parmi les concepts, hein, on voit des recherches qui ont été faites sur l'apparence que pouvait avoir le droïde. Ouais. Voilà, plusieurs propositions. Ouais. Celle-ci. Là, un côté un petit peu plus asiatique. Hein. Ah. Sans la tête, ok, très bien. Le casque, ouais, non, il y a des... Voilà, alors, donc c'est avec fou, des trucs casque qui ont été et quand sans même assez casque. loin, enfin, tu vois.
Ah, c'est le helmet du monde. Bref. Et qu'ils ont quand même taffé pour Ah, mais rien. il y a eu un taf de dingue, hein. Il y a eu un C'est taf de ouf. dingue. C'est Donc, bien ouf. évidemment, qui dit C'est chasseur de primes dit armement. Et donc, l'arrière comme du dans casque. tout jeu de shoot, t'aimes bien avoir après des armes plus puissantes et autres. Donc, Oui, et puis tu différents customisais, gabarits. etc. Exactement. Et ça, Donc, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est le mercenaire qu'on voyait, mais avec ses Ouais. jambes cybernétiques. Et stop, si tu t'arrêtes tout de suite, quand tu vois ça, tu es obligé de penser à Dinjarin. Quand tu vois cette image-là. Oui, Donc, oui, c'est vrai, avant qu'il ait son armure, ouais, il y a... et là, tu vois un côté Dinjarin. La couleur est un peu différente, Ouais, mais ouais. Côté un ça peu fait énormément. délabré, avec le grand fusil derrière. Voilà, exactement. Tu as la Ouais. cartouchière. Mhm. Euh, On est, bien on est évidemment, on là-dessus. voit aujourd'hui où ça a fini. Oui, c'est ça, en fait, ils ont recyclé les machins pour aller faire le visuel de Dinjarin dans la série, évidemment. Voilà, donc janvier 2024, Respawn fait une annonce sur un jeu Star Wars sur lequel ils sont en train de travailler et qui va sortir dans peut-être un an ou deux. Ok. Donc là, on est tous contents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ah là 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 là. Et non, l'histoire ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité des jeux vidéo, mais il se passe un truc assez problématique depuis plusieurs mois dans l'univers du jeu vidéo en général et dans quasiment tous les grands studios. Ils sont sujets à des vagues de licenciements assez importantes. Personne n'y échappe. Les licenciements se sont faits par centaines dans les différents studios. Et il y a quelques semaines, Respawn a annoncé lui aussi amorcer une vague de licenciements. La politique aujourd'hui des studios, c'est de se focaliser sur leurs créations phares qui ont du succès et d'abandonner les exploitations de licences qui sont devenues maintenant trop coûteuses. Ouais, d'accord. Donc, IA a déjà fait les annonces de ces jeux qu'ils allaient poursuivre et ceux qu'ils arrêtaient. Mhm. Respawn a, il y a quelques semaines, également fait son annonce en disant voilà, les jeux qui nous appartiennent, on les conserve. En revanche, la licence Star Wars, pour l'instant, on la met de côté. Aïe. Aïe, Et aïe, donc, aïe. il nous a annoncé que ce jeu, où l'on devait incarner un chasseur de primes, il est abandonné. Faut que j'en fasse deux. Pardon. Je viens de me rendre compte qu'il fallait que je fasse 2 fois le machin. Pardon. Non, je t'en prie. Donc oui, Donc- ok, donc le jeu annulé. Voilà, donc là, de nouveau, une énorme déception parce qu'on se réjouissait de pouvoir avoir un jeu de type FPS dans l'univers de Star Wars, où on allait ensuite pouvoir incarner un Mandalorien. Et on a l'impression de revivre un truc qu'il y a eu il y a 10 ans, c'est-à-dire l'abandon d'un jeu qui nous hypait. Alors, il y a un autre jeu qui est également en développement, qui était le remake de KOTOR. J'espère que tu vas me dire, Armand, qu'il y a un rebondissement et que je peux le télécharger et qu'il est sur Steam, ce jeu-là. Depuis tout à l'heure, tu me hype là. Écoute, le studio qui avait teasé, qui nous avait posté il y a un petit teaser il y a 2 ans, je crois, où on voyait juste l'image de Malak, si j'ai bonne mémoire, qui sortait de l'ombre, Ouais. qui s'arrêtait, puis après on voyait KOTOR. Là aussi, ça a été mis de côté. Mais après, on nous a dit, mais non, vous inquiétez pas, il n'est pas abandonné. Et puis après, on nous a dit, en fait, le jeu, on l'a vendu à un autre studio. L'autre studio a dit, non, c'est bon, on a repris les rênes. Alors, il est possible, mais rien n'est moins sûr qu'on ait un remake de KOTOR qui sorte dans un avenir futur. Mais quoi, Mais en tout cas- est-ce que c'est pas les studios qui font ça, qui en profitent pour, je sais pas, que ça fait des actions en bourse ou ça fait des moyens, des trucs, et puis en fait après ils sortent pas le jeu et pendant ce temps-là ils Alors. ont eu du blé ou quoi, et en surfant sur un truc que tout le monde veut, il y a des vraies intentions derrière ou je sais pas. Alors, généralement, quand il décide d'exploiter une licence, dans la mesure où il y a quand même des sous qui sont mis en jeu, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Sauf cas de force majeure, comme justement, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, où à cause de différents facteurs, il y a des charges et des coûts qui sont
très importants et qui les ont contraints parce que le jeu vidéo, malgré tout, même si on a l'impression qu'il se porte bien, les recettes ne sont pas si bonnes que ça pour les studios. Aujourd'hui, quand tu vois un jeu comme Jedi Survivor, il nécessite quand même de mobiliser plusieurs centaines de personnes. Et un jeu, avant qu'il soit commercialisé, tu peux avoir en moyenne 2 ans de développement. Donc tu vas payer plus de 400 personnes pendant 2 ans sans aucune rentabilité, plus après les royalties que tu vas devoir payer. C'est des charges quand même extrêmement importantes. Ouais. Donc si tu n'as pas une réserve financière, tu peux vite te retrouver... non, faut les reins clairement voilà, bien solides faut des reins extrêmement solides. Pour se lancer dans Alors, ce genre de truc, ouais. la bonne nouvelle apparemment, c'est que le dernier studio en date qui a récupéré KOTOR a bénéficié d'un fonds d'investissement de 500 millions, je crois, de dollars, qui devrait lui permettre d'avoir les reins suffisamment solides pour poursuivre le développement. Une petite somme. C'est ça. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est du jeu de chasseur de primes, pour l'instant, c'est mort. D'où le fait que je disais, c'est probablement l'un des jeux les plus maudits de l'histoire de Star Wars, parce que en 10 ans, il a eu énormément de rebondissements. Il a été annoncé plein de fois. Voilà, beaucoup de hype, beaucoup de désillusions, et puis aujourd'hui, maintenant, on s'est fait une raison, malheureusement, même si on peut en avoir quelques résidus, entre guillemets, grâce aux séries The Mandalorian. Oui, et puis ce type, alors c'est pas la même histoire de fond, mais ce type de gameplay, tu l'as un petit peu aussi dans les Jedi Survivor. Tu as retrouvé un truc comme ça, alors c'est au sabre laser, donc c'est toujours différent, quoi, mais voilà, tu retrouves un petit peu, on retrouve au moins un petit peu, mais c'est clairement pas la promesse du départ, c'est clair. Ouais. Alors, ta caméra est down, visiblement. En effet, on voit plus ton visage. Ah, coup de chaud. Ah, là, c'est trop long et j'ai pas mis le petit ventilo. Ça y est, c'est fini l'hiver, hein. C'est fini. Et Nobi-Wan a dit quelque chose de très juste, en effet. C'est le fonds d'investissement qui permet de passer de 0 PG à 13 millions de PG en 24 heures. C'est ça. Donc voilà, ça c'était la fin de l'histoire de Star Wars. La fin jusqu'au prochain épisode. Exactement, voilà. Peut-être que dans 10 ans, on reviendra dans un Tales of Lego pour en reparler. C'est ça, pour faire la suite. Très rapidement, parce que là, on est dans les timings. On peut terminer par l'actualité et les news Star Wars. Et oui, tout à fait. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure là, donc de ce trailer là sur Tales of Empire, c'est ça le nom? Exactement, ouais. Tales of Empire. Tales of Empire. Attendez, j'ai pas construit le truc dans le bon sens. Qui va nous raconter cette fois-ci deux histoires. Le précédent nous en avait raconté, il y en avait 3. Il y avait Ahsoka, il y avait Doku et Windu. Non, pas Windu. Non. Doku. Non, il n'y avait que Ahsoka et. Ouais, c'est ça, avec les deux. Et Doku. C'était 4 épisodes chacun. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça faisait une série de 8 épisodes. Là, je pense qu'on est sous le même format. Hein. Ouais. Et donc, on aurait un peu de Barriss. Donc en effet, voilà, on a reconnu Barriss Sophie qui va rejoindre les rangs de l'Inquisitorius. Donc c'est amusant parce qu'on en a fait un Tales of Lego il y a quelques temps. Et l'autre personnage, je ne t'en parlerai pas plus. Alors si, ce que je peux te dire, c'est qu'on tu l'as reconnu, on la voit dans la saison 2 de The Mandalorian. Hein? Tu t'en souviens? Attends, pardon, parce que j'ai mon plan qui est passé à la toute fin d'un coup, donc je suis paumé, il faut que je me remette. Vas-y, donc quoi, pardon, dis-moi? Parmi donc les deux histoires qui vont nous être racontées, les deux personnages phares, c'est donc d'un côté Barriss Sophie et de l'autre, c'est un personnage qu'on a vu dans la saison 2 de The Mandalorian. Un personnage et qui fait également le lien avec Ahsoka, mais je t'en dis pas plus, il faut que tu vois Ahsoka. Tout à fait, il faut que je continue ça.
Dépêche-toi. Pardon, ouais, Nemo Obi-Wan, ça doit être ça. J'avais dit 4 épisodes par personnage, mais Nemo Obi-Wan me dit 3, donc oui, c'est peut-être 3 épisodes par. Et Nemo Obi-Wan qui a Franchement, craqué il est- aussi pour les Star Wars Unlimited, donc le jeu de cartes dont tu parlais tout à l'heure là. Il l'a Voilà. craqué. Il a craqué. Donc voilà. Dans le trailer, là qu'on vient de voir tout à l'heure, de Tales of Empire, tu as vu parmi les inquisiteurs, il y en a un qu'on avait vu dans Tales of Jedi, qu'Ahsoka elle a éliminé en 2 secondes. Celui avec son masque particulier, son masque blanc. T'as pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe. Quand tu reverras le trailer, on le voit avant que Dark Vador arrive. Il est aligné avec les autres inquisiteurs. D'accord, ok. Ouais, j'ai pas fait T'as gaffe. t'as eu raison, Nemo Obi-Wan. C'est bien de craquer de temps en temps. Donc ça, c'est la dernière news qui vient de tomber. Mais ce qui est terrible aussi, là, c'est qu'aujourd'hui, justement, dans Star Wars, le jeu de cartes à collectionner, on a eu une nouvelle news qui nous a annoncé déjà le set numéro 2 qui sort au mois de juillet et où on aura justement la thématique, c'est les ombres de l'Empire. Et il y aura d'un côté Din Djarin comme nouveau personnage qu'on peut jouer et de l'autre le Moff Gideon. Alors du coup, ce jeu de cartes là, c'est on est vraiment sur de la collectionnite ou on est sur un on est Non, sur on est un vraiment sur sur un la truc où on peut collectionnite. jouer, où ils ont pour ambition de faire jouer les joueurs. Alors, le principe est le suivant. Il s'inspire bien évidemment des autres jeux de cartes à collectionner, c'est-à-dire que tu peux faire du jeu en 1 contre 1, mais là où c'est bien aussi, c'est que tu peux jouer à plusieurs. Donc, tu as 2 modes de jeu. Le mode à plusieurs est plus convivial et tout aussi sympathique. Tu vas retrouver quelques mécaniques que l'on connaît déjà dans les autres types de jeux, mais avec quelques nouveaux ajouts, tels que la prise d'initiative, qui est importante dans le déroulement de ta bataille, et puis éventuellement dans le tirage de cartes, puisque là où les autres jeux jusqu'à maintenant te permettaient de tirer qu'une seule carte, lui te permet d'en tirer 2 par tour, et c'est nettement plus intéressant, et ça diminue ce qu'on appelle la RNG. Ah, Nemo qui a réussi à brancher sa copine pour pouvoir jouer. Et donc, comme il le dit, alors ils ont donc comme dans tout type de jeu de cartes à collectionner, tu as des displays dans lesquels tu vas avoir un certain nombre de boosters dedans. En l'occurrence, tu as 24 boosters par display. Mais ils ont sorti parallèlement tout de suite, et ça c'est très bien, un starter pour commencer avec un deck Luke Skywalker et un deck Dark Vador. Okay. L'avantage, contrairement à d'autres types de jeux de cartes à collectionner, c'est que ces 2 starters sont de qualité. Okay. C'est-à-dire que tu as des bons mécanismes et tu as des bonnes cartes. Ouais, maintenant, tu démarres pas dans les routes de la galaxie avec, avec le policier, le truc de la pègre, machin. Exactement. Maintenant, ça reste un jeu de cartes à collectionner. Donc, tu retrouveras les cartes communes, les cartes uncommunes, les cartes rares et les cartes légendaires. Et en plus de ça, comme depuis un certain temps dans les autres cartes à collectionner, tu vas ensuite avoir ce qu'on appelle les cartes Hyperspace, donc où tu as la carte qui est en full art. Ouais, d'accord, je vois. Voilà. Donc, pourquoi Hyperspace? Parce que sur les bords de ta carte qui est en full art, tu vois tous les traits comme si tu passais en hyperespace. Donc voilà, c'est des cartes très, très jolies. Tu as aussi les cartes foil, donc tu sais, avec l'illustration mais qui est brillante. D'accord. Et tu as aussi les cartes qu'on appelle hyper foil, qui mélangent à la fois le full art plus le brillant. Donc, toujours plus. Voilà, toujours plus. Bon, après, dans les paquets, tu es quand même plutôt bien loti, puisque tu es sûr d'avoir au moins un foil et d'avoir au moins une rare ou une légendaire. Mais bien évidemment, tu as certains personnages qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Le plus difficile étant Dark Vador. Dark Vador, qui est une carte légendaire et qui est cotée à environ à 80 € aujourd'hui. Ah ouais, ok. Mais voilà, mais en tout cas, le jeu te permet... Alors, le principe est très simple. Hein. Tu as ce qu'on appelle un leader. Ce leader, donc tu as un leader, tu as une base. Ta base a un certain nombre de points de vie, généralement c'est 30. Et ton but, c'est de développer des unités terrestres d'un côté et spatiales de l'autre, et d'aller péter la base adverse avant que lui ne te pète la tienne. Ouais, donc un gameplay, un concept assez simple, voilà. Oui, très, très simple, mais par contre, il n'est pas simpliste. Ouais, parce que tu vas pouvoir développer différents types de decks, différents types de jeux, et il te pousse quand même à réfléchir pas mal, notamment
avec cette intégration de ce qu'on a de l'initiative. Ok. Donc voilà, le jeu, il avait été teasé il y a un peu plus d'un mois. Il y avait eu des démos qui ont été faites. Il est sorti officiellement en commercialisation il y a quoi, 3 semaines. D'accord. Et au bout de 3 semaines, toutes les boutiques étaient dépouillées, hein, aussi bien à l'étranger qu'en France. Les cartes françaises, pour l'instant, il n'y en aura pas de réédité. Les cartes en anglais, elles vont être rééditées, mais comme l'expliquait un YouTuber, la difficulté, c'est qu'il faut savoir, c'est que les impressions, les entreprises qui impriment ces cartes-là, elles ont un planning qui est déjà fait sur plusieurs mois. Ouais. Et donc, essayer d'intercaler une réimpression entre 2 plannings, c'est compliqué. Et il faut savoir qu'ils n'avaient pas anticipé un tel succès. Non mais les mecs, vendre des cartes Star Wars, bien sûr que ça va marcher. En fait, ça a dépassé leurs plus grandes espérances. D'accord. Ouais. Ils avaient, entre guillemets, ils s'étaient dit, bon, si le jeu marche, on va prévoir dans nos échéances une réimpression à telle date. Sauf que la réimpression qui a été planifiée, elle n'est pas avant avril, enfin mi-avril maintenant, parce que là on est... D'accord. Voilà, donc les joueurs en demandent, mais la demande là aujourd'hui, elle est supérieure à la production. Ouais. Alors il faut savoir que Disney a sorti également son jeu de cartes à collectionner il y a quelques mois. Là ils en sont à leur troisième set, si je dis pas de bêtises. Bon eux, même chose, hein, ils ont connu à peu près le même succès. Donc maintenant, au niveau de leurs impressions, ils ont tenu compte de ça. Donc maintenant on a une offre qui répond à la demande. Bon, on pense qu'en effet, pour Star Wars Unlimited, c'est le temps de se caler, mais d'ici le 2e ou 3e set, c'est bon. Il n'y aura plus de problème de réapprovisionnement. Ouais, d'accord. Name Obi-Wan, je sais plus. C'est en abrégé. Alors, c'est des nouveaux youtubeurs que j'ai découverts qui parlent du jeu, mais c'est possible qu'on ait les mêmes sources. Je n'ai pas bien mémorisé leur nom. Donc voilà, ça c'était une autre actualité de Star Wars pour ce qui est de l'univers du jeu. Carl Weezer, hein, on en a parlé, et en effet, comme le disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat, c'était quand même un très grand acteur. Voilà, il est mort à 76 ans, quand même, il faut le savoir. Ouais, c'est ça. Il le faisait peut-être pas à l'écran, mais il avait quand même 76 ans. Ouais. Autre actualité dont vous avez sûrement entendu parler, bien évidemment, c'est la réédition de Star Wars épisode 1 pour les 25 ans, hein, qui va être de nouveau diffusée dans les salles aux États-Unis. Ce sera le 3 mai au soir. Et en France, notamment au Grand Rex, ce sera, si je dis pas de bêtises, le 4 avril. Et donc le Grand Rex a prévu un marathon Star Wars qui débutera dans la soirée, qui se terminera le lendemain, où vous allez enchaîner les 9 films. Quand t'as dit Alors c'est le... Attends, faut que je regarde mon calendrier parce que je me suis dit, tiens, peut-être que j'irai, mais en fait non, ça tombe en semaine, donc c'est mort. Parce que je suis à Paris un moment, donc ça tombe jamais. Eh ben écoute, voilà, ça commence le jeudi 4 avril. Ah donc aujourd'hui en fait. Non, pardon, mai, puisque May the Force. Ouais, ok. Be with you. Bon, attends, faut que je revoie. Mais donc samedi. C'est moi qui me suis planté de date. En fait, c'est moi qui... non, ça tombe un samedi, le 4 mai. Donc c'est moi qui ai confondu avec le mois d'avril, en fait. C'est ça. Gros idiot. Donc c'est bon, ça, on peut le faire en week-end. Nemo qui demande à quand les parties en stream de Star Wars Unlimited. Alors, les développeurs ont dit que pour l'instant, c'était pas à l'ordre du jour. Ils n'ont pas prévu. Ah oui, disons que tu n'auras pas de version virtuelle du jeu. Oui, c'est ça, mais là, je pense qu'il parlait d'avoir les cartes en vrai et de jouer. Ah oui. Il faudrait craquer. Et je sais pas si je craquerai. Donc voilà, réédition de Star Wars épisode 1. Ouais, puis on s'est pas vu depuis qu'il y a eu le trailer de The Acolyte aussi. Qui est sorti. Alors oui, il y a eu le fameux trailer de The Acolyte qui va sortir au mois de juin, le 4 juin. Ouais. Et on aura tout de suite droit à deux épisodes. Ok. Voilà. Donc là aussi, dans le pitch qui nous a été montré,
on nous disait que les Jedi sont sujets à une vague d'assassinats et vont devoir donc tuer un ancien maître qui va retrouver sa Padawan, et ensemble ils vont essayer d'élucider cette vague de crimes. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce trailer? Il y a des choses qui m'ont plu et d'autres un peu moins. Ouais. J'ai un peu peur dans la réalisation de certaines choses. Alors c'est vrai que certains ont fait le comparatif avec Matrix, d'une part à cause de À l'actrice, cause de Trinity, ouais. voilà, et puis d'autre part par une des scènes où Oui, oui. ouais, elle projette cette nana qui veut la tuer avec sa Ouais, dague. c'est ça. Euh, Est-ce que c'est c'est pour le c'est clin pas d'œil? évi- Est-ce qu'on aura vraiment ça? Je sais pas. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent brouiller les pistes, donc pourquoi pas. Mais du coup, le trailer en soi me semble un peu déconstruit. Là où celui qu'on vient de voir avec Tales of Empire, Et plus je trouve, direct, oui. bah oui, je trouve nettement plus convaincant et plus intéressant. Donc j'attends de voir les 2 épisodes avant de me prononcer. Ça, c'est un peu comme Ahsoka. Il y a du bon et malheureusement, il y a aussi du moins bon. J'aime bien Nemo qui me dit Trinity, c'est déjà ma Jedi préférée. Ah bah, Ah c'est clair non, que cela. non, mais moi, j'étais plutôt team. Je suis pas un puriste, moi, donc je dis, bah, au pire, s'il donne un peu cet aspect-là, bah, pourquoi pas, coup de frais, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait des Jedi à une époque d'avoir un peu ce style de combat, pourquoi pas, Ah bah, quoi. de toute façon, il faut savoir, mais ça, faut avoir lu toute la série de romans, de comics et autres qui sont sortis sur la Haute République. Mais la série, elle s'appuie énormément sur la phase, sur cette période de la Haute République, hein. Oui, c'est Et ça. ça, il faut savoir que les auteurs ont collaboré, en tout cas ont été consultés par l'équipe de réalisation D'accord. de The Acolyte. Ok. Donc au moins c'est bien de ce côté-là, c'est que ce sera, on reste dans la continuité, ce sera cohérent. Et alors, et en parlant de cohérence, toi, tu penses que ça va bien se raccrocher parce qu'on a quelque chose qui se passe 200 ans avant le. 100 ans. En fait, 100 The Acolyte va se dérouler 100 ans avant la menace fantôme. Alors, là où il y a des interrogations, c'est qu'au niveau de la communauté, les fans les plus ardus se disent attention, mais y aurait-il pas une incohérence avec l'épisode 1, puisqu'on nous disait que les Personne n'est au courant. les Ouais. sites avaient disparu depuis 1000 ans et qu'on ne les avait jamais revus. Sachant qu'en plus, Yoda est âgé de 800 ans à l'époque de la menace fantôme. Et donc, quand Yoda te dit que les sites, ils ont disparu, oui, mais alors pourquoi il dit ça durant la menace fantôme si, avec The Acolyte, ils les ont affrontés il y a 100 ans, quoi. Est-ce qu'ils les ont tous affrontés? Alors, la question... Alors, du coup, il y a des théories. Première théorie, c'est que les membres les plus importants du Conseil auraient, entre guillemets, menti pour ne pas effrayer, etc. Et qu'en fait, il serait que les sites n'ont pas totalement disparu. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que tous ceux qui, dans The Acolyte, en fait, rencontreront les sites... Ils vont tous mourir. Exactement. Ce qui expliquerait que 100 ans plus tard, on pense que les sites ont tous disparu bel et bien. Voilà. Ouais, sauf Donc peut-être un maintenant, ou deux qui gardent le secret, genre Yoda, parce que on ne dit pas et comme Peut-être. ça on garde le truc un petit peu. Ouais, je pense que ça va être quelque chose dans ce goût-là, à mon avis. Oui, je pense. Forcément, ils vont trouver quelque chose. Ils peuvent pas faire cette grosse boîte. Là, ouais, la cohérence serait vraiment grosse, quoi, effectivement. Ouais. Mais il est déjà annoncé une saison 2. Ça y est, ça a été officiellement annoncé. Il y aura une saison 2 de The Acolyte. Ok. Bon, après, Nemo Obi-Wan, oui, on sait, de toute façon, hein, on sait que les Jedi ont fait preuve d'une énorme naïveté ou d'une Négligence. d'une trop grande négligence, voire une trop grande confiance en eux-mêmes. Oui, ça se durant- trouve, ça peut être très bien. Il y avait une menace, on a envoyé 2 Padawan en short, et puis en fait, ils sont morts, et on ne sait pas. Et puis après, pouf, il n'y a plus rien, et Oui. c'est possible d'avoir un truc comme ça. Alors après, tu as aussi une théorie qui dit que comme le temple des Jedi se trouve sur Coruscant et qu'il repose sur les ruines d'un ancien temple Sith, peut-être que
tu aurais encore une énergie obscure qui persistait dans ces lieux-là, pardon, et qui aurait altéré leur perception. Tu penses qu'ils vont essayer d'expliquer comme ça un peu des trucs justement de Alors, l'épisode 1 un peu mystérieux, essayer de faire des justifications, un petit peu ça, comme avec l'épisode 1 qui a expliqué des trucs d'avant, etc. ça pourrait être bien. Si c'est bien amené, moi, ça me déplairait pas, Ouais. en effet. Ouais, ça permettrait justement de couper court à certaines reproches et puis peut-être du coup de bien relier les deux. Comme ils essaient de le faire depuis un moment avec The Mandalorian et Ouais. la post-logie, Mm. avec les Ouais. clones, quoi. Essayer de rendre ça un peu cohérent, ouais. Bon, Incohérent, de limiter les on voit incohérences, dans on va le... dire. Non, pardon. On voit dans le chat quels sont ceux qui sont Team Jedi et quels sont ceux qui sont Team Empire. Dans les autres news, bah oui, il y a la série The Bad Batch qui est également sortie là, il y a quelques semaines déjà. Donc Bad Batch, saison 3, et ce sera la dernière saison de The Bad Batch. Pour moi, elle est plus intéressante que la saison 2, même s'il y a encore des épisodes où tu te dis, bon, qu'ils n'auraient pas pu raccourcir un petit peu. Condenser un petit Mais, peu, toujours les mêmes critiques sur mais la moi, série. en tout cas, moi j'aime beaucoup, là pour cette saison 3, l'ambiance, la bande-son et tous les graphismes. Il y a quand même une grande importance qui a été donnée au ton de cette saison 3, je trouve. Ouais. Et ça t'immerge bien dedans. Même si à la fin de certains épisodes, tu te dis, bon, bah d'accord, ok, tout ça pour ça, il y en a peut-être un ou deux. Mais dans l'ensemble, tu sens ce côté dramatique, il est plus prégnant. Et voilà, il est fini ce petit. Donc je ne peux pas vous le montrer en face à vous parce que la caméra elle est décédée de l'autre côté. Mais je l'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est surtout les ailes là qui ont été terminées. Et donc il y a ce petit truc normalement qui bouge. Ta, 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 ta. Donc ça c'est cool. Ça c'est le petit truc assez sympa. Ce truc qui bouge pour donner un peu deux allures. Ça fait un truc assez cool. Bon, finalement, il te manquait pas de pièces, tu les as toutes. J'ai dû quand même rajouter des trucs que mon fils avait mal mis. Et il y a une pièce mais qui a dû tomber un moment. Il y a un petit cache qui manque. Au pire, ces pièces-là, j'en ai plein. Ça a dû tomber pendant la construction. Mais très sympa, le visuel change pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis il y a plein de petits persos sympas. Donc très content de ce petit Lego. On remercie une nouvelle fois Rogal, le sponsor de cette vidéo officiellement, qui m'a offert gentiment ce Lego. Donc voilà, j'ai le petit casque du Hunter si on a envie de mettre avec son casque, et j'ai les petits cheveux de Fennec au cas où j'ai envie de lui mettre des cheveux. Donc au final, on reconnaît Omega, t'as Fennec, ouais, t'as Cad Bane et le Hunter. et à gauche. C'est le Hunter à gauche, ouais. Ok. Je peux vous le rapprocher, voilà, avec son couteau et sa chevelure chatoyante. Voilà. Ah ouais, génial. Ouais, c'est un beau set, hein. C'est un très très beau set qui n'existe plus, je crois, à la vente comme ça. Mais tous les sets Lego de toute façon se trouvent d'occasion à très bon prix. Je ne saurais que trop vous inciter à trouver vos sets Lego d'occasion pour économiser des sous et limiter votre impact sur la planète. Voilà. Bah maintenant, il va falloir lui trouver une belle place. C'est une machette et non un couteau. Oui, un gros canif. Ouais, comme celui de Rambo, quoi. Faut lui trouver une place. Oui, bon, on va peut-être pousser 2-3 trucs. On va voir. Il a un petit peu plus de volume que le side, donc peut-être que je vais le remplacer. J'avais une zone où j'avais mis le site et c'est vrai qu'il est un peu plat le site et il rend pas trop bien dans un décor. Donc peut-être que ça va switcher. On va voir. Je vais juste conclure le Tales of Lego ici. Puis après on se dira au revoir sur Twitch gentiment. Merci d'avoir suivi ce 12e numéro. On a appris des choses très intéressantes. On a eu beaucoup de frustration avec ce jeu. Mais c'était vraiment cool.
et ça fait plaisir. Ça change un petit peu des choses qu'on a pu raconter et j'ai beaucoup apprécié. Merci Arlem de toutes ces recherches et de Eh ben, toutes. je t'en prie. Merci à Voilà. toi et merci au chat. Voilà. Et, à la prochaine pour le prochain numéro. Ciao à tous. Ciao, ciao.